Donc merci d'être venu pour cette petite conférence. Donc pourquoi parler de la Villa Saint-Jean? D'abord la situer, la Villa Saint-Jean qui a été démolie, était au Font-Olé à la place occupée actuellement par la résidence étudiante, c'est-à-dire le bâtiment avec les espèces de, je sais pas, de nouilles roses, voilà. Donc au fond du Font-Olé. Alors pourquoi parler, donc, vous voyez, juste avant le laboratoire, quoi, hein. Bon, je pense que tout le monde peut le situer. Alors pourquoi parler de cette maison qui a été, qui a joué un rôle, peut-être pas dans la vie quotidienne forcément de Banyuls, mais qui est vraiment inscrite dans l'histoire, d'une part parce que elle est reliée à l'histoire de la Pérouse. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de la Pérouse, mais enfin, je vais le reprendre, mais c'est un épisode quand même très important de Banyuls, avec son commerce de vin de messe. Ensuite, parce que c'est lié aussi au début, à la fin du 19e, début 20e, au développement des bains de mer, et donc à l'arrivée des bourgeois perpignanais, ou pas perpignanais, mais enfin une certaine bourgeoisie qui commence à faire construire des villas justement au Font-Olé. Ensuite, c'est lié au vin Nicolas, puisque c'est l'Hippolyte, enfin je vais vous le dire, mais bon, les vins Nicolas, vous savez, c'est quand même assez développé, c'est parti un peu d'ici. Et puis, il y a eu la guerre d'Espagne, donc là, on a réquisitionné cette villa pour loger la troupe. Ensuite, il y a eu donc la retirade et la pouponnière, dont Dominique va vous parler plus longuement. Et ensuite, après la guerre, donc d'abord au moment où la pouponnière est évacuée, les Allemands occupent la villa. Et ensuite, la villa est de nouveau réquisitionnée pour loger les prisonniers allemands qui déminent la côte. Donc la suite de la guerre. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des faits qui ont été plus ou moins connus à Banyuls et qui en même temps ont quand même une certaine importance. Voilà. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire cette conférence. Alors, je vais vous parler donc de la Villa Saint-Jean. Donc, cette villa a été achetée en 1889 par Paul Oliver. Paul Oliver, pour en parler, il faut que je vous parle un petit peu, que je fasse une digression pour cet achat et vous parler de la Pérouse. La Pérouse voulait construire une église plus grande que l'église de la rectorie qui devenait très petite avec le développement du village. Pour cela, il avait lancé un commerce de vin de messe en 1871. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre les trucs. Bon. Et donc, il l'avait fait fructifier. Mais il s'opposait au conseil de fabrique de Banyuls qui regroupait les vignerons locaux et le maire et lui-même. Il y avait des enjeux politiques, ça faisait des histoires, et l'évêque de Perpignan, sur injonction du ministre de l'époque, oui, là c'est un jeu juste, oui. Merci. Sur injonction du ministre de l'époque, avait demandé que la Pérouse soit déplacée, et donc l'évêque lui demande de se dégager. Et c'est Paul Oliver, donc, voilà, Paul Oliver, qui est pharmacien à Collioure et qui va acheter le commerce de vin. Paul Oliver fait partie des sociétés savantes agricoles. Tiens, il faut changer. Il a anticipé l'arrivée du phylloxéra, la première atteinte dans les Pyrénées-Orientales a été notée en 1878, le phylloxéra on a détecté en 1876, et dans les Pyrénées-Orientales, c'est apparu en 1878. Mais Paul Oliver, qui était très féru en botanique, avait anticipé le problème qu'allait poser le phylloxéra et la destruction de la vigne, et donc avait écrit des articles pour essayer de traiter le phylloxéra, et d'autre part pour proposer, comme vous le voyez ici, un article proposant d'autres cultures pouvant être mises en œuvre dans la région
et permettant aux gens de tirer un revenu, hein, pour remplacer la vigne dont on savait qu'elle risquait d'être anéantie. Donc, le Paul Oliver est connu dans le département pour son implication dans la vigne. Mais cet achat ne se passe pas bien. Donc, Paul Oliver achète le commerce de vin de Metz à la Pérouse, mais ça ne se passe pas bien parce que les viticulteurs de Banyuls ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée d'un Polyourin, alors qu'ils pensaient récupérer, eux, ce commerce de vin de Metz. Et donc l'évêque ne fait pas vraiment la promotion du vin de Metz comme il l'avait promis à Paul Oliver. Je vous cite, donc, passer, le contenu d'une lettre que Paul Oliver a adressée à l'évêque, le 2 octobre 1889. Si je suis venu à Banyuls, c'est uniquement pour éviter un scandale religieux que je craignais et qui aurait mis dans la joie nos ennemis s'il s'était produit. J'ai sacrifié à ce résultat, contre le gré de Madame Oliver, la majeure partie de mon avoir. Donc vous voyez, l'évêque lui avait promis qu'il lui ferait de la publicité pour son vin de Metz et il ne l'a pas vraiment fait, alors il n'est pas content. Mais Paul Oliver meurt 3 mois après avoir acheté le commerce de vin, de Metz. Pas de veine. Et c'est alors Joseph Pugnot, le frère de Marie Pugnot-Oliver, donc celle qui est devenue veuve Oliver, hein, donc ce qu'on a vu sur beaucoup de panneaux un peu partout à Banyuls, et donc c'est Joseph Pugnot, qui est donc le frère de Marie, qui va prendre en main et gérer le commerce de vin de Metz. Joseph Pugnot, c'est mon arrière-grand-père, hein, donc voilà pourquoi je parle de tout ça, c'est ma famille, quoi. Alors, pour relancer le commerce de vin de Metz, voici la mise au point que la veuve Oliver, avec l'abbé Rousse, est obligée de publier pour justifier la continuité avec le commerce. Alors, je vous en lis un petit peu, parce que c'est quand même assez... Voilà. Assez croustillant. Alors, Madame veuve Oliver, seule propriétaire des magasins matériels et vins de l'ancienne œuvre de Metz de Banyuls-sur-Mer, le tout acquis légalement par son mari défunt, M. Paul Oliver, par acte notarié, passé devant le notaire, a l'honneur de prévenir messieurs les ecclésiastiques, maisons religieuses, hôpitaux et autres clients de l'ancienne œuvre du vin de Metz de Banyuls, qu'elle continue avec le même personnel et dans les mêmes conditions que son défunt mari, la fourniture du vin spécial de Metz, des vins de table et autres vins de Banyuls, et qu'elle, seule, a le droit de s'intituler successeur de l'abbé Rousse, curé de Banyuls, ex-fondateur et directeur de l'œuvre de vin de Metz. Afin de ne pas démériter la recommandation de sa grandeur, tous mes efforts et mes soins tendront à vous fournir constamment des vins naturels, ce qui me sera d'autant plus facile que dès ce jour, je consacre à ce commerce tous les vins récoltés sur mes 2 vastes vignobles de la région, vignobles qu'avec l'aide de Dieu, j'ai pu défendre avantageusement en grande partie contre le phylloxéra. J'ai demandé à l'autorité diocésaine quelles conditions la liturgie impose en vin de Metz. En connaissance de cause, j'affirme, sur l'honneur, que mon vin de Metz remplit les conditions canoniques. D'ailleurs, je prendrai à ma charge les frais de l'analyse chimique si elle parvient à démontrer que mon vin n'est pas naturel. C'est signé donc veuve Paul Oliver et c'est certifié conforme par l'abbé Rousse et par l'abbé Sala, qui est devenu le nouveau curé de Banyuls. Voilà, donc vous voyez que si on a dû publier cette mise au point, c'est bien qu'il y a eu des problèmes au moment donc, de cette vente par l'abbé Rousse à Paul Oliver. Joseph Pugnot, donc le frère de veuve Oliver, a poussé son fils, André Pugnot, mon grand-père, à faire des études à l'école supérieure de commerce de Paris, Subdeco Paris. C'est quand même pas très courant qu'un jeune Polyourin aille faire Subdeco Paris à la fin du 19e. Hein, c'est un peu... Bon, voilà. En tout cas, mon grand-père était ensuite très, très bon en commerce et donc a géré le commerce. Mon grand-père était né en 1875 et il a épousé
donc André Puquenot, a épousé en 1900 Berthe Haille, issue de vieilles familles de Banyuls, les Massottes, les Costes, etc. La maison, initialement, il faut passer, voilà, la maison initialement assez petite, au-dessus de la cave, qui prenait tout le bas de la bâtisse, a été agrandie. Et en 1901, mes grands-parents, donc André Puquenot et Berthe Haille Puquenot, s'y installent avec ma tante André qui venait de naître. Donc je suis sûre que c'est en 1901. Tu peux mettre... Voilà, alors cette photo montre un peu l'implantation de la Villa Saint-Jean dans le fond du Font-Olé. Hein. On voit le début du labo qui est à peine commencé, enfin vous voyez qu'il y en a à peine un petit bout, un petit peu du Grand Hôtel et la Villa Saint-Jean. Donc elle est ensuite donc agrandie et oui, voilà, donc ici aussi cette photo que j'ai trouvée dans un livre qui était sorti. Là aussi, bon, elle est vraiment pas très bonne, mais on voit quand même la Villa Saint-Jean qui n'est pas agrandie encore, hein, le Grand Hôtel et le début du labo, vous voyez, qui n'est pas du tout... on voit aussi qu'il y a très peu de construction à cette époque-là, au Font-Olé. Voilà, donc bon, alors là, sur cette photo, on voit la villa agrandie. Hein, donc vous voyez qu'elle a été surélevée avec 2 tourelles. Et on voit bien que cette photo est prise plus tard, puisque le labo est plus grand et le Grand Hôtel aussi. Hein, ça s'est agrandi. Alors la villa... voilà, bon, mais ça c'était pour montrer qu'il y avait les autres constructions qu'il y avait à ce moment-là. La Villa Camille, il y a la Villa Camille, il y a la Villa Le Château, Suquet, et la Villa du Cube de Saint-Paul, là, hein, qu'il y a encore. Tu passes. Alors, la Villa Saint-Jean était constituée... Oui, enfin, ça c'est encore la même chose, hein, on voit, enfin, c'est pour montrer... le château qu'on voit mieux ici. Ah oui, et ce que j'ai oublié, c'est que... alors attends, c'est là, un peu plus à droite, là, un peu plus à droite, voilà. Ici, il y avait aussi d'autres caves, une autre cave qui appartenait aussi à la veuve Paul Oliver. C'était juste après la rivière de la Baillerie, juste après le pont. C'est là où actuellement il y a une résidence avec le crédit agricole et l'eau à la bouche, hein, le restaurant l'eau à la bouche. Voilà. Et donc là, il y avait une cave, mais elle n'était pas très grande. Et donc, ce qui explique qu'il fallait aussi celle de Saint-Jean, qui était beaucoup plus grande, hein, pour le commerce de vin. La Villa Saint-Jean elle-même, donc, était constituée donc par la grande cave qui faisait tout le bas du bâtiment, qui était donc très grand, hein, et au-dessus, il y avait un appartement, enfin des appartements, qui donnaient de plein pied sur les jardins qui étaient à l'arrière, parce que le terrain est en pente, et donc on était de plein pied derrière. Le jardin était constitué d'allées de plusieurs niveaux, plantées de pins et de platanes, et au-dessus du jardin, il y avait une vigne qui montait jusqu'en haut de la colline. Je vais citer ce qu'en dit ma cousine Denise Léon Puich dans le livre sur la pouponnière. L'hiver, le jardin à l'arrière était ensoleillé, abrité de la tramontane, plein de roses de fleurs, et les allées de pins avec les murettes et les grands pots verts. Tiens, tu peux passer. J'ai très peu de photos du jardin derrière, hein, mais alors j'ai cette photo où on voit les grands pots. Hein, vous voyez là les grands pots, et là je pense que c'est ma tante André, enfant, hein, qui a passé toute son enfance dans cette maison. Voilà, et les grands pots verts qui filaient jusqu'à la vigne sur la colline. Dans la vigne, le petit et le grand réservoir alimentaient en eau courante la maison, ce qui était un luxe inconnu à l'époque. Cette maison avait des proportions imposantes. Un grand hall, un large escalier menaient au premier étage.
Les pièces principales ouvraient sur la mer avec des portes-fenêtres au double vitrage et des balcons. Donc c'était une situation où on voyait bien la mer, ça s'ouvrait bien sur la mer et en même temps c'était protégé par des doubles vitrages quand il y avait du vent du nord. Au deuxième, les 2 tourelles, dont une était une salle de billard. De chaque côté de la maison, une terrasse et un pavillon où logeaient 2 familles, celle du responsable de la cave, le maître de chai dans l'une, et le gardien de l'ensemble dans l'autre. Le devant de la bâtisse était planté d'un beau jardin à la française. Photographie, oui, oui. Alors, au départ des barques, tiens, tu peux passer, je crois, voilà. Au départ des barques, donc la vue sur ces voiles catalanes, et que l'on observait très bien du balcon et des fenêtres qui donnaient sur la mer, ont été magnifiques et ont beaucoup marqué mon père, et l'ont marqué toute sa vie, et c'est ce qui, je pense, lui a donné son goût pour la mer et la voile. Hein. Voilà. Alors, cette installation de ma famille dans cette villa Saint-Jean, au début donc, du XXe siècle, correspond au développement de la mode des bains de mer. Hein, donc, les familles bourgeoises de Perpignan commencent à faire construire des villas sur toute la colline là, du Fond-Dolé. Voilà, il faut passer peut-être. Voilà, donc ici c'était juste pour montrer, oui, le fait que la vigne, vous voyez, s'étalait sur toute la... On voit le jardin là, qui est planté, et au-dessus, donc la vigne qui montait jusqu'en haut. Et ensuite, voilà. Donc, on arrive donc ensuite, début du XXe siècle, la mode des bains de mer, et donc là on a quelques photos pour montrer ça. Voilà. Celle-là est peut-être antérieure d'ailleurs, hein, parce que vu la façon dont les gens sont couverts, je pense que c'est vraiment... Voilà, il est bien habillé. Alors, sur cette photo, je pense que celui qui lève les bras, c'est mon père hein, qui est là, donc devant sa maison, puisque la Villa Saint-Jean, on en voit un petit bout là. Et à côté, c'est peut-être Pierre Sagol, son ami, qui est peut-être là. Donc on voit que ce développement des bains de mer s'accompagne donc d'un bâtiment qui servait pour les bains, là, une maison de bain. Tu vois où c'est? Oui, c'est ça. Et puis l'installation de cabines, hein, sur tout le long de cette plage du Fond-Dolé, qui a duré assez longtemps. Enfin, moi, je l'ai connu, hein, donc c'est quand même... Ça a dû s'arrêter début 60, un truc comme ça. Voilà, donc c'est... voilà, encore une photo colorisée, un peu bizarre, mais enfin, voilà. La véranda, hein, voilà, c'était cet établissement de bain, donc je pense qu'il devait y avoir des cabines, et puis un café, quoi, hein, enfin, on devait pouvoir prendre un pot. Voilà, et restaurant, oui, ça faisait même. Voilà. Donc toute cette période, cette Villa Saint-Jean a accompagné, cette période a accompagné tout ça. Et d'autre part, donc mon grand-père André Puglou, oui, alors, bon, ça c'était pour montrer aussi que, oui, je sais pas, enfin, c'est les villas, quoi, hein, on commence à voir les villas qui se construisent. Alors, mon grand-père André Puglou, donc, après sa scolarité à Sucdeco Paris, avait le sens des affaires et a beaucoup développé le commerce de vin. Vin de messe, mais aussi plus. Alors, le vin de messe était alors particulièrement florissant, car en pleine période, parce qu'en plus de fournir du vin de messe en France, il fallait aussi fournir à toutes les... on était en pleine période de développement de la colonisation, et donc il fallait fournir à vos missions. Aller loin, et donc il fallait avoir un vin qui ne se piquait pas quand on l'envoyait dans des pays un peu exotiques. Et justement, le vin de Banyuls, pour ça, est idéal, il ne se pique pas facilement, donc c'était vraiment adapté.
Mais mon grand-père a d'autre part participé au lancement de la mode du Banyuls comme vin de dessert. Alors, sur cette photo, on voit... Ah ben, c'est pas celle qui est là. Ah si. Attends, la précédente pour voir. S'il arrive. Voilà, mon grand-père il est là. Voilà, on voit mon grand-père devant la cave, hein, donc, devant la Villa Saint-Jean. Il est tout à fait à gauche. Là, oui. Sur la suivante, on le voit aussi. Il est là, avec la casquette. Voilà. On le voit aussi avec des... Au cours de vendange 1900, je pense, dans la vigne de Saint-Jean. Et mon grand-père est tout à fait à droite. On le voit pas très bien, il est un peu derrière. C'est un peu plus loin. Non, encore à droite. Hein? Oui, là, oui, voilà. Voilà, donc, donc il était très présent hein, aussi. Voilà, et d'autre part, mon grand-père a du coup a fait un peu fortune, hein, il faut le dire, et il était en même temps assez moderne. C'est lui qui a eu la première voiture à Banyuls. Alors j'ai mis ici une photo. Je pense que c'est lui qui est au volant d'une de ces voitures. Il y a une autre photo de voiture à Banyuls dont il est marqué que c'est la première, mais moi c'est celle-là, cette photo-là que j'ai dans les photos de famille. Hein. Donc en tout cas, je pense qu'il a eu une voiture de ce genre. Voilà, en tout cas, voilà. Bon, mais malheureusement, André Puquenot est mort, qui était cardiaque, meurt brutalement à 36 ans en 1911. Et mon père, Paul Puquenot, est né quelques mois plus tard, donc vous comprenez que cette mort brutale, avec en plus mon père qui naît après, enfin ça a été un profond traumatisme pour la famille. André et Berthe étaient très liés au général François Basser. Hein, vous savez, le général médecin, dont il y a eu place, et puis c'est lui qui a été à l'origine des trains sanitaires pendant la guerre de 14. Hein, c'est quelqu'un d'important pour Banyuls, hein, je pense. Il était de Banyuls, c'était un ami d'Aristide Maillol, un ami d'enfance. Alors, le général et sa femme étaient, enfin c'est plutôt sa femme, était la jeune tante de ma grand-mère. Donc ce qui explique qu'il y ait eu cette relation d'amitié entre le général et mon grand-père. Donc ils étaient très liés. Et je vais vous lire avec difficulté, parce que ça me m'émeut, le poème que le général François Basser a écrit peu de temps après la naissance de mon père. Saint-Jean, qui est sur Saint-Jean. La maison au toit rouge est lasse, elle repose. Du hall, cher aux enfants, au large corridor, tout est silencieux. Le chien lui-même dort, sous le lierre de son auvent, la porte est close. Lui n'est plus là, l'époux, le maître. Un deuil se pose, même sur le jardin empli de l'éclat d'or des fleurs. Mais ses beaux yeux, sa voix, jusqu'à l'essor de sa marche, je les retrouve en chaque chose. Et je vois sa pensée entière, en l'enfant blond, que sa mère surveille, grave, et sous ce front que couvre son regard et que sa lèvre effleure. Et c'est pourquoi, dans ce recueillement du soir, j'éprouve un sentiment mystérieux à voir l'enfant qui va sourire et la mère qui pleure. Voilà, donc, ce poème a été écrit dans la Villa Saint-Jean le 9 août 1912, et mon père, Paul, a 2 mois, et son père est mort depuis moins d'1 an. Voilà, donc ça a été quelque chose évidemment d'important. Alors, Berthe et ses 2 enfants sont restés dans la villa avec ses parents, Joseph Aille et Marie Massotte Aille, donc la sœur de Madame Basser, qui habitait jusque-là dans la maison de famille Massotte, rue de la Fraternité, devenue Rouget de Lille, hein, qui est à l'entrée de la rue Saint-Pierre. La famille a voulu poursuivre le commerce de vin et c'est Joseph Aille, le père de Berthe, et Étienne Géraud, beau-frère d'André de Collioure, qui ont repris l'affaire que Marie, veuve Oliver, a transmis à sa mort en avril 18 à ses petits-neveux André et Paul Puquenot et à sa nièce Marguerite Pugnot-Géraud de Collioure. Voilà, donc
On arrive très vite à la guerre de 14. Et là, la famille Basser a rejoint la famille Pugno pendant toute la durée de la guerre. En effet, le général était évidemment pris, et donc sa femme a préféré venir s'installer ici avec sa nièce et sa sœur pour être dans un milieu qui lui était plus favorable. Alors, j'ai ici des photos, donc ici, cette première photo donc, où on voit ici devant la porte de la Villa Saint-Jean, devant la porte du jardin, hein, donc vous voyez, c'est encore la Villa Saint-Jean. Donc assis, il y a ma tante André et mon père bébé, et debout, François Basser et Marguerite Basser. François Basser qui a été médecin à Saint-Laurent de la Salanque. Et bon, voilà, donc il y a des différents héritiers par ici. Voilà, donc là c'est encore une photo avec, à côté de François Basser, c'est Marguerite, Madame Basser, ensuite ma tante, ma grand-mère, Berthe Haille, et puis Marguerite Basser et mon père tout petit. Et enfin, il y en a une autre, je crois. Mais voilà, devant aussi l'entrée arrière de la maison, avec toujours André Pugno et Paul Pugno à gauche, et François et Marguerite Basser assis à droite. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mis cette petite carte parce que je l'ai trouvée amusante, parce qu'elle est écrite par Joseph Géraud, qui est donc le cousin germain de mon père, qui écrit donc pour souhaiter sa fête à mon père, hein, qui a 6 ans. Et vous voyez, ça fait juste 100 ans, c'est rigolo, quoi, donc. Et pourquoi j'ai voulu mettre cette carte? Parce que nous allons retrouver Joseph Géraud quand nous allons parler de la pouponnière, puisque c'est lui qui a proposé de louer la Villa Saint-Jean pour Elisabeth et Delbez. Hein, il est devenu médecin plus tard. Voilà. Alors, la guerre n'a pas rendu la gestion du commerce facile, évidemment. Et Joseph Haille et Étienne Géraud n'avaient peut-être pas les capacités d'André Pugno pour gérer un commerce de vin. Ce qui fait qu'en 1919, les héritiers de Marie Pugno-Oliver donnent le commerce de vin en fermage à Hippolyte Nicolas, un cousin de Rivesaltes de Joseph Haille, qui a poursuivi l'affaire. Et Nicolas, eh bien, c'est les vins Nicolas. Hein, les vins Nicolas, vous en avez partout en France, les vins Nicolas. Et là, c'est parti, voilà, c'est parti en partie de là. En 1920, la famille quitte la Villa Saint-Jean pour s'installer à Perpignan. Ah oui, avant de passer à ce que j'allais dire, voilà, il y a ici une publicité donc, émise par Nicolas. Donc vous voyez que c'est une publicité pour le Bagnous des anciens établissements Veuve Paul Olivet. Donc là, c'est bien au moment où Nicolas l'a pris. Et dans les prix obtenus, le dernier, là, c'est en 1924 à Toulouse. Donc, je pense que ça date à peu près, cette publicité doit dater de 1925 à peu près. Hein. Exact. Ah bon? Vous le savez pas? 24 et 25. Oui, c'est ça. Voilà, donc... et d'autre part, j'ai trouvé aussi une photo dans une petite publicité. J'ai trouvé cette photo qui montre l'intérieur, à cette époque-là, des caves. Donc de la cave de la Villa Saint-Jean en haut et de celui de la Baillourie, c'est-à-dire de la cave qui était juste après le pont, là, hein, vous voyez. Voilà, donc on voit tous les gros foudres, hein, les gros tonneaux, les gros foudres qui étaient à l'intérieur de ces deux caves. Voilà, voilà, alors en 1937, mon père, Paul Pugno, ramène à Banyuls un bateau, son premier bateau qu'il avait acheté à Cannes en 1934 et avec lequel il mouille donc devant sa maison natale qu'il aimait beaucoup. On voit, il y a toujours cet établissement de bain devant aussi. Et c'est avec ce bateau qu'ensuite il traversera il ira jusqu'en Tunisie et jusqu'à la frontière libyenne en passant par la Corse et la Sardaigne en 1938.
voilà, en partant d'ici. Et vu que mon père donc, a toujours beaucoup aimé cette maison hein, dans laquelle il avait passé sa petite enfance, et je vais vous lire donc un poème. Ne vous inquiétez pas, je lui repasse la parole après, la fin. Si vous permettez une petite manipulation pour changer de... Voilà. Donc nous arrivons à un moment tout à fait particulier dans la vie de cette ville-là. Nous sommes en juillet 1941, au moment où, donc sur proposition de Joseph Géraud, cette ville-là a hébergé la pouponnière, celle qu'on a appelée la pouponnière de Banyuls, qui n'a été implantée que quelques mois seulement sur le territoire de la commune de Banyuls, puisqu'elle n'a vécu que de sa naissance en juillet 1941 jusqu'à son transfert à Castres en novembre 1942. Donc c'est un petit peu ça que je vais évoquer devant vous. Mais avant d'évoquer cette fameuse ville-là, je souhaite parler du contexte dans lequel elle a dû voir le jour. D'abord, je mentionne en premier lieu la vague des quelques 450 000 républicains espagnols, femmes, enfants et hommes qui fuyaient l'avance dans toute la Catalogne de l'armée séditieuse de Franco, ce qu'on a appelé la retirada. Devant ces milliers de personnes massées à sa frontière, la France est conduite à en ouvrir les portes et regrouper dans la précipitation tous ces réfugiés dans des camps de concentration. C'est le propre terme du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Albert Sarraut. J'ai d'ailleurs évoqué ces fameux camps dans une précédente conférence sur un texte de Francis Sureda, c'était ici dans cette même salle en mars de l'année dernière. Camp d'Argelès, camp de Saint-Cyprien, camp du Barcarès. Celui qui est mentionné dans le livre La pouponnière de Banyuls et qui a recueilli les enfants à Banyuls, c'est le camp de Rixalt. Donc il a rassemblé des milliers de personnes, dont un grand nombre de femmes enceintes, d'enfants, des Espagnols bien sûr, hein, qui fuyaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, la retirada, mais aussi, à partir de 1940, des femmes juives, des enfants juifs, qui ont été internés à la suite des lois anti-juives de Pétain. Je citerai aussi, dans ce contexte, la maternité suisse d'Elne, qui est un établissement affilié jusqu'en 1942 à ce qu'on appelait le cartel, ou œuvre du secours suisse aux enfants victimes de la guerre, qui est une organisation non gouvernementale, on dirait aujourd'hui une ONG, qui avait pour but de porter assistance aux personnes réfugiées. Elle faisait partie d'un vaste ensemble d'organisations d'origine et de nationalités diverses, appelées Conférence de Nîmes, ou encore Comité de Nîmes, selon les écrits, dont le siège était à Toulouse. Plus tard, ça deviendra la Croix-Rouge suisse. Elle est dirigée, cette maternité, alors par une jeune institutrice, Elisabeth Edenbeth, qui n'a que 24 ans à l'époque, qui avait déjà commencé à intervenir en Espagne même, et qui, à la suite de l'avancée des troupes franquistes, s'est retrouvée réfugiée en France, et qui va donc mettre en place cette maternité.
Elle va donc apporter une première réponse à ces femmes sur le point d'accoucher et qui redoutaient les conditions épouvantables du camp, j'y reviendrai tout à l'heure, et leur offrir un lieu extérieur, parce qu'ils avaient bien un espace, mais il y avait une baraque, comme ils disaient, mais leur offrir un lieu extérieur au camp pour le faire dans bien meilleures conditions. Et 400 enfants sont nés à Aisne. D'ailleurs, ici, dans cette même salle, il y a une personne qui est née à Aisne, que je salue bien amicalement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous passer les premières images. Donc ici, on a une image célèbre de la retirade. On voit cette fameuse photo avec l'enfant qui n'a qu'une seule jambe. Et là, bon, quelques photos avec des femmes et des enfants. La fameuse baraque dont je parlais tout à l'heure, dans le camp de Rivesaltes. La maternité d'Aisne, le bâtiment qui était le château Bardou-Job à Aisne. Elisabeth Edenbenz, à l'époque 24 ans. Alors j'en arrive à la suite. Donc cette histoire de la pouponnière de Banyuls est indissociable de celle de la retirade et de la maternité d'Aisne. Il existe plusieurs ouvrages qui traitent du sujet. Vous voyez, le principal, à mon sens, c'est celui qui se trouve sur la gauche, là, Femme en exil, mère des camps, qui a été écrit par un jeune historien d'Aisne qui s'appelle Tristan Castagnier, dont avec son accord, j'ai repris le texte intégral dans le petit recueil que vous voyez à droite, La pouponnière de Banyuls-sur-Mer, qui a été édité par l'association Génération Banyuls. Voilà. Donc Tristan Castagnier débute son récit par ces mots relevés dans un rapport effectué en 1947 par son secrétaire, M. Parera, sur l'activité globale de l'œuvre du Secours suisse aux enfants. Ce monsieur dit « Banyuls sera pendant longtemps la seule possibilité d'espoir pour ces enfants et pour nous, le point de départ qui, avec elle et notre baraque de Rivesaltes, a permis de rendre la vie à des enfants que chacun considérait comme perdus. » La pouponnière est donc le fruit de l'action humanitaire de la conférence de Nîmes. Sa conception se fait à partir de la maternité d'Aisne et Elisabeth Edenbenz tient une place importante dans son fonctionnement. L'accueil des femmes pour des séjours de convalescence et de très jeunes enfants existe déjà à la maternité. Cependant, le manque de place a conforté l'idée de la création d'une pouponnière, dans le but de faire sortir du camp le plus possible d'enfants. Le comité de Nîmes, après une visite au camp de Rivesaltes, décide de sa création. La commission en charge de l'aide apportée aux enfants et aux vieillards confie cette mission au Secours suisse. Donc là, on voit donc l'état des enfants qui se trouvaient, pour certains, très mal en point. Donc plusieurs témoignages mettent en avant les conditions de vie à l'intérieur des camps qui affectent particulièrement les enfants. Rivesaltes se caractérise par un manque d'hygiène et d'alimentation qui entraîne le développement d'épidémies et de graves carences alimentaires, la faim, le froid insupportable en hiver et la chaleur torride qui règne en été, ajoutée au désœuvrement, caractérisent le quotidien des enfants et des adultes. C'est Tristan Castagnier qui parle, hein. C'est pour ça que je lis ce qu'il écrit. Les enfants sont victimes d'hypovitaminose, de rachitisme, de cachexie et autres maladies. La saleté attire rats et vermines. Les moustiques qui infestent le camp sont responsables d'un paludisme endémique. Quand un enfant tombait malade, il a été transféré à l'hôpital général du camp. Les nourrissons sont touchés particulièrement par la misère du camp et le manque de soins. Une demi-centaine d'enfants succombèrent en quelques semaines. Alors la Croix-Rouge suisse demanda et obtint le transfert des survivants les plus menacés à sa colonie infantile de Banyuls-sur-Mer,
Bon, il y a eu quelques tentatives de recherche d'autres lieux, d'autres bâtiments dans le département, mais sans succès. Soit les bâtiments n'étaient pas adaptés, soit ils étaient difficiles d'accès pour l'époque. Donc finalement, ça sera Banyuls. Donc, outre le problème de l'argent nécessaire à l'acquisition d'une maison, se pose celui de l'emplacement. Au départ, Elisabeth Edenbenz pense monter une annexe à Elne, mais cela s'avère impossible. À Perpignan, aucune bâtisse n'est susceptible d'accueillir un tel établissement. Peut-être à Canet, mais l'accès reste difficile. Finalement, le docteur Joseph Géraud, donc nous revenons à la fameuse Villa Saint-Jean et à la famille Pugno. Donc Géraud, c'est un médecin qui intervient dans la maternité, qui habite Elne, et il propose donc à Elisabeth Edenbenz la location de la maison de sa mère, située à Banyuls-sur-Mer, pour 500 francs par mois. Là, tu peux... Donc la villa, je reprends quelques images qui vous ont été montrées. Ça, c'est l'arrière de la maison, justement, celui là-bas. Bien fait. Vas-y, continue. Donc ça, c'est le gardien qui signale qu'il a eu la visite de deux dames, qui viennent justement de la maternité d'Elne et qui sont venues visiter la maison pour voir si cette maison qui était proposée par le docteur Géraud était bien adaptée pour recevoir des enfants. Et les mères quelquefois qui les accompagnaient. Donc nous avons là le contrat de bail qui a été signé. Donc Banyuls, c'est loin de Rivesaltes, mais on peut y accéder par une ligne directe de chemin de fer. Cette maison est pourvue de grandes pièces, d'une vaste cave à vin, d'un premier étage donnant sur la cour et d'un jardin en terrasse au pied de la colline. Réquisitionnée dans un premier temps, si lui l'a dit, par l'armée, elle est cédée au cartel, ce qui fait dire à une des collaboratrices du secours suisse que les bébés avaient fait fuir les soldats, dans le texte. Malgré son magnifique emplacement, la pouponnière nécessite de nombreux travaux et reste un établissement très modeste, même primitif en comparaison avec ce qui se fait en Suisse. La maison peut accueillir une quarantaine d'enfants de moins de 6 ans et une dizaine de mamans. Monsieur Veil, du comité de Nîmes, offre tout le matériel de la pouponnière du camp de Brens, transféré à Rivesaltes puis à Banyuls. Donc les choses vont aller assez vite dès que la décision est prise. Le bail de location est signé le 1er avril 1941. Il est prévu que les travaux de branchement d'une prise d'eau, l'installation d'électricité, le branchement des WC sur les égouts de la ville dispenseront le cartel suisse de payer le loyer pendant 6 mois. Il faut une directrice pour surveiller l'avancement des travaux et donner des instructions au personnel espagnol. Le personnel espagnol soit encore un moyen de faire sortir des gens internés dans le camp de Rivesaltes. Ces gens seront hébergés et nourris sur place. Durant les 6 mois suivants, la personne responsable ne devra pas quitter la pouponnière et elle sera accompagnée d'une infirmière spécialisée dans le soin des enfants pour lui être associée. À la mi-avril, le choix se porte sur Mademoiselle Durand pour la direction et Lydia Muller pour le poste d'infirmière. Elles seront secondées par 2 ou 3 aides-soignantes, par le personnel espagnol, un certain monsieur Villagomez, arrivé à la mi-mai, muni d'un sauf-conduit provisoire. C'est Elisabeth qui fait les démarches nécessaires en préfecture pour qu'il obtienne un titre de séjour provisoire. Il est prévu que les mères aident à l'entretien de la pouponnière de façon à économiser aussi le personnel. L'approvisionnement se fait par l'intermédiaire de la maternité d'Elne.
Les stocks sont partagés. Les femmes de la maternité d'Elle aussi sont mises à contribution en tricotant des vêtements chauds pour les enfants. Néanmoins, l'approvisionnement pose problème. Le transport routier de fruits et légumes entre Elle et Banyuls se trouve parfois suspendu, sans possibilité de communication aucune. Quant au transport ferroviaire, il est assez aléatoire. Cependant, le lait maternel est convoyé tous les jours de manière constante. À l'approche de l'hiver, le cartel suisse envisage le déménagement, le transfert des enfants à Elle. Ils ont peur que le bâtiment ne se trouve pas suffisamment chauffé pour permettre le maintien des enfants dans la maison. Mais finalement, après tergiversation, le bail est prolongé jusqu'au 1er octobre 1942. Voilà, donc là vous avez un échange de courrier entre l'établissement, le Secours suisse aux enfants qui intervient et qui finalement dit qu'il accepte le prolongement du bail. Oui, ça c'est une... le rôle d'Elisabeth et d'Enbels, à travers la réalisation du premier convoi d'enfants à Rixalt à destination de Banyuls, le rôle d'Elisabeth dans le fonctionnement et dans la direction de la pouponnière s'affirme. C'est elle qui prend les décisions relatives à l'accueil des enfants et signe les autorisations de séjour à Banyuls. Elisabeth ne peut accepter que 12 enfants. Sur les 40 que la maison pouvait accueillir, en fait, il n'en viendra que 12. Elle s'intéresse aux plus nécessiteux et choisit les nourrissons avec l'infirmière en chef du camp qui s'appelle Mademoiselle Greiner. Donc les enfants de la pouponnière, là vous allez voir toute une série d'images qui m'ont été gracieusement données par la mairie d'Elle, qui est la détentrice du fonds photographique d'Elisabeth et d'Elbez. Outre qu'elle était jeune infirmière, directrice de la maternité d'Elle, de la pouponnière, cette dame avait une passion pour la photographie et elle a réalisé de nombreux clichés qui sont vraiment très émouvants. Alors, l'examen de la population infantile du convoi pour Banyuls d'août 1941 nous renseigne sur leur état physique. 4 bébés de 6 mois, qui paraissent seulement âgés de 2 à 3 mois, décèdent. Ces enfants de gros abcès aux cuisses suite à des piqûres infectées. Les 4 enfants restant en vie sont sujets à un état infectieux. Ils ont les yeux gonflés et pleins de pus. Leurs intestins, excusez-moi, mais sont en mauvais état, leur teint est gris. Ces jeunes enfants gardent longtemps le visage triste. Même à la plage où ils soignent leurs plaies, on voit des images où ils sont justement à la plage, là, image inversée. Hein. On voit l'île Grosse, mais elle est inversée. Et on voit aussi qu'une faute de berceau, on leur avait fabriqué des berceaux en caisse de bois. Mais avec le temps, ils reprennent goût à la vie et parviennent, pour certains, à sourire. Hein. On en voit, vous voyez, celui-là, celle-là, l'air tristounet qu'elle peut avoir, mais il y en a d'autres qui finissent par se bien se porter, quoi, par rapport à l'état dans lequel on les a vus tout à l'heure. Tous n'ont pas la chance de survivre, malgré les soins qui leur étaient prodigués. En consultant l'état civil de Banyuls, on a trouvé que dans l'état civil des années 41-42, la directrice de la pouponnière, Mademoiselle Durand, là, Madeleine Durand, a déclaré 5 décès, dont celui d'un enfant qui s'appelait Sabignano. On voit à la maternité d'Elle, il y a un panneau sur lequel on voit le nom des enfants, celui-là, Sabignano, qui a été cité d'ailleurs par Hélène Legret dans un de ses ouvrages qui s'appelle Les enfants d'Elisabeth. C'est un roman.
c'est romancé, mais elle mentionne justement le nom du petit Savignano comme un enfant qui est décédé dans la pouponnière de Banyuls. Donc le secrétaire de l'association, du comité de Nîmes dont je parlais tout à l'heure, conclut son rapport en disant « Notre pouponnière de Banyuls, silencieusement et sous la direction énergique de Mademoiselle Durand, a fait un travail que des centaines de mères n'oublieront jamais. » Ça, c'était en juin 1947. Donc, l'établissement reste ouvert pendant 1 an et demi, avant d'être déplacé d'abord à Aisne, puis dans une maison à 3 km de Castres. La principale raison de ce transfert s'explique par le contexte de l'avancée des Allemands dans la zone sud à partir du 11 novembre 1942 et de la décision de se propulser le plus rapidement possible sur les côtes sud de la France où ils craignaient un débarquement. Donc les Allemands arrivent très vite sur les côtes, ils arrivent très vite aussi à Banyuls et déclarent que la zone côtière doit être totalement expulsée de ses habitants, sauf ceux qui étaient considérés comme des personnes utiles. Les autres, on les mentionnait comme inutiles. Alors les utiles, c'était, je sais pas, le boulanger, tous ceux qui pouvaient servir pour la cause allemande, mais tous les autres qui n'étaient pas pour eux utiles, productifs, eh bien, ils devaient quitter la région et aller se réfugier à l'intérieur des terres. Donc, pendant 2 mois où on désinfecte la pouponnière et où on la déménage, les enfants sont donc évacués sur elle avant d'être évacués sur Castres. Donc la pouponnière de Banyuls n'aura vécu que 16 mois et finalement le lieu étant, comme Sylvie va vous le dire tout à l'heure, détruit, eh bien une grande partie de cette mémoire va disparaître. Et pour qu'elle ne disparaisse pas complètement, j'ai demandé au directeur du laboratoire Arago de l'époque de faire poser une plaque commémorative. Donc je lui ai donné un beau dessin que j'ai fait moi-même, avec ce petit texte en dessous. Sur cet emplacement s'élevait la Villa Saint-Jean, qui a abrité de juillet 1941 à novembre 1942 la pouponnière de Banyuls-sur-Mer. Dans cet établissement annexe de la maternité suisse d'Elle, dirigé par Elisabeth Hennenbeth, furent soignés et sauvés des dizaines d'enfants venant du camp d'internement de Ritzalt. Malheureusement, cette plaque se trouve à l'intérieur du bâtiment. Seuls les étudiants qui logent occasionnellement dans l'établissement peuvent, si toutefois ils lèvent la tête, l'apercevoir. Je souhaiterais bien, et je pense que vous seriez d'accord avec moi, pour que cette plaque puisse être posée en façade au moins de l'établissement pour que les nombreuses personnes qui passent dans cet endroit puissent en connaître l'origine, qu'est-ce qui se passait avant sur cet endroit, et je pense que ça serait une bonne chose. Voilà, je vous remercie. Alors, bien que après il ne soit pas passé grand chose, mais Sylvie va vous donner la fin de l'histoire. Je vous remets le... Enfin, je commence donc. Bon, donc en novembre 1942, les Allemands arrivent, la pouponnière est évacuée, nous aussi en partie, en fait, etc. Et donc les Allemands occupent la villa à ce moment-là et logent dedans, donc il y a eu beaucoup de dégradation à ce moment-là. Les établissements Nicolas enlèvent le vin encore entreposé dans la cave de la villa à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'évacuation de Banyuls. C'est uniquement là que les établissements Nicolas enlèvent le vin et ils ne remettront plus de vin dans la villa. Par contre, ils en laisseront, enfin ça continuera encore à la maison de la Baguerie.
Après la guerre, la maison est une autre fois réquisitionnée par l'État pour loger les soldats allemands, prisonniers de guerre, chargés du déminage de la côte. Alors il faut savoir que la Convention de Genève interdit d'utiliser des prisonniers de guerre pour des actions dangereuses de guerre, mais il y a eu un accord qui a fait que s'ils étaient volontaires, on leur promettait de les libérer plus vite, et donc comme ça on a utilisé des soldats allemands prisonniers pour déminer la côte. Toute la côte était très minée, hein. Ils avaient vraiment miné toute la côte, le port de Port-Ventre en particulier, hein. Vous savez qu'ils avaient fait sauter, à leur départ ils ont fait sauter les quais à Port-Ventre, mais ici c'était miné, et donc c'est ici que logeaient les prisonniers allemands qui déminaient. Alors ça a duré donc jusqu'en octobre 1947. Après ça, la famille, donc les copropriétaires ont obtenu des dommages de guerre, hein, puisque la maison avait été très dégradée, en particulier par l'occupation des troupes allemandes. Et un des copropriétaires a voulu la transformer en studio pour la louer, mais ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, il y a eu des tas d'histoires. Et donc, la famille a décidé de la vendre. Et voilà, a décidé de la vendre. Entre-temps, je voulais quand même juste passer 2 ou 3 photos pour vous montrer que l'évolution du Fond-Toulet dans les années 50, hein, donc vous voyez ici, on voit l'hôtel Miramar, hein, qui a remplacé le château Suquet. Et puis vous voyez que s'il y a toujours la villa Camille et la villa du Duc de Saint-Paul, à côté, à gauche, un peu plus haut à gauche, là, qui était déjà depuis longtemps, tout le haut s'est bâti, et puis ça se bâtit de plus en plus, hein, ici. Voilà. Donc ça, je pense que c'est dans les années 50. Et ensuite, on passe à la suivante. Voilà, ici, c'est plutôt les années 60. Vous voyez qu'on a déjà construit, relié la petite île à la côte, et j'ai mis ces photos parce qu'il y a la résidence à côté de la Villa Saint-Jean qui est toujours là. La villa y est encore. On voit ici le jardin derrière, hein, tous les arbres qui étaient derrière sur ces 2 photos. Voilà, donc et là on voit que ça se bâtit de plus en plus dans cette zone. Voilà, donc l'Université de Paris l'a achetée en 1960 pour la transformer en résidence étudiante avec la promesse de ne pas la démolir, mais elle a été finalement détruite et la nouvelle résidence a été construite il y a peu de temps. Voilà, donc, mais avec une architecture qui, si elle est très intéressante, ne tient pas compte, comme le tenait compte la Villa Saint-Jean, des conditions de cette zone, hein, puisque elle est ouverte au vent et elle cache la mer. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il y avait à la Villa Saint-Jean. Voilà. Donc si vous souhaitez des éclaircissements ou poser des questions, pas de problème. Nous avons sur la table à côté, Sylvie a apporté quelques livres de poèmes de son papa, Paul Pléniaud, dont elle vous a lu tout à l'heure les extraits. Vous avez le fameux recueil sur la pouponnière de Banyuls qui vous en dira davantage que ce que j'ai pu vous dire ce soir. Et puis nous avons quelques ouvrages qu'a apporté Monsieur Bonnet, peut-être qu'il peut vous en dire lui-même un mot. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc c'est des ouvrages. Le premier concerne Paul Pléniaud. C'est André Vinas, que vous connaissez, qui est décédé il y a peu de temps, qui a écrit ce livre sur son ami Paul Pléniaud, dont les deux sont en photo. Vous avez Paul Pléniaud ici, de ce côté-ci, et André Vinas là. Donc c'est un recueil de poèmes, une sélection de poèmes de Paul Pléniaud, choisi et préfacé par André Vinas, dont on a pensé
que ce livre s'intégrait tout à fait à cette manifestation dès lors qu'il était question de Paul Pugno, même si vous avez évoqué autre chose, notamment la pouponnière d'Anne. J'ai également apporté ce livre qui est un gros bouquin. Alors ce livre, Monsieur Amigot, qui est professeur de sciences naturelles honoraire, donc historien des sciences, viendra vous le présenter dans le cadre de l'association le dimanche 3 juin. Il s'agit donc du nouveau dictionnaire de biographie roussillonnaise, et c'est un bouquin donc, qui recense de 1789 à nos jours. Le livre étant paru en décembre 2017, les savants qui s'intéressent aux sciences de la nature. Voilà, donc c'est un gros bouquin avec 500 savants, des Roussillonnais, des Français au sens large, mais aussi beaucoup d'étrangers. Évidemment, il est question du laboratoire, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs donc, qui sont venus travailler sur place. Donc, dans ce livre, il est également question de monsieur, donc je l'ai ouvert à ce page extrait, dont a parlé tout à l'heure Sylvie, c'est Paul Oliver. Donc il y a sa biographie. Évidemment, ce n'est qu'une notice, donc ce n'est pas un livre, ce n'est pas une biographie complète sur le personnage, mais ça vous donnerait une bonne idée de ce qu'était ce monsieur, ce qu'il a pu faire, dans ce qu'a dit Sylvie. Mais là, c'est un angle un petit peu différent, tout au moins élargi, même si c'est assez court. Donc ce travail-là, qui concerne au sens large la biodiversité en Roussillon, mer et montagne, donc, ou montagne et mer, Marimoun, comme vous voulez, vous sera présenté ici par Monsieur Amigot le dimanche 3 juin. Voilà, donc j'ai apporté ce bouquin qui correspond aussi par l'intermédiaire de cette conférence et de Oliver à ce qui a été dit, et notre bouquin qu'on a édité, que je vous cite brièvement, un bouquin sur Collioure, rue du Soleil, que certains peut-être connaissent, d'un peintre, poète de Collioure, François Bernadi, un livre sur les troubadours roussillonnais de professeur de l'université de Perpignan, Michel Adrouet, et puis le premier dictionnaire, parce que ça c'est un ensemble, si vous voulez, cohérent, thématique. Celui-ci est paru en 2011, c'est le premier tome, ça concerne la vie politique au sens large du département de 1789 à 2011, dont la thématique c'est la politique, l'économie, le social, les armées, les églises, la presse, la justice, etc. Donc c'est les hommes politiques qui ont, les économistes et autres, qui ont fait ce que le département est devenu. Donc ça c'est le premier volume. Celui-ci, c'est le troisième, et vous me direz le deuxième, ben, le deuxième est en cours, il n'est pas encore terminé parce que c'est un travail collectif. À partir du moment où c'est des thèmes, des thématiques différentes, on pouvait sortir le troisième avant le deuxième, ça ne suit pas. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait. Il était dommage d'attendre l'apparition du deuxième qui paraîtra dans 2 ou 3 ans, alors que le troisième était prêt. Voilà. Donc le deuxième est à venir, donc sur la culture et le sport, je pense dans 2 ans ou 3 ans. Et puis un livre que je vais apporter aussi, parce que c'est un peu notre patrimoine, c'est l'histoire de l'indépendant, qui, je le souligne, on le sait trop peu, est le plus vieux journal de France actuel, le plus ancien. Voilà. Il a été créé en 1846, on ne le sait pas, mais bon, je me permets de vous le dire, c'est le journal le plus ancien de France. Donc, c'est quand même une institution dans le département, même si quelquefois il est décrié. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre, notamment sur la période de la guerre. C'est un livre qui court de 1846 à 1950, et la suite de 52 jours sera écrite un peu plus tard. Voilà ce que je puis vous dire. Donc, je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, si le sujet vous intéresse, le dimanche, pas le samedi, le dimanche 3 juin, ici même, pour écouter Monsieur Amigot. Merci. Oui, ce sont il faut le préciser, les publications de l'Olivier. Voilà. Publication de l'Olivier. Et André Bonnet était journaliste. Gérard, pardon. Je connais André, oui, c'est pour ça. Gérard Bonnet, donc, était journaliste à l'Indépendant. Voilà. Aujourd'hui, de manière bénévole, il est au service de la culture à travers une publication de l'Olivier, où donc vous avez parlé de l'ouvrage d'André Vinas, c'est pas Robert, hein, c'est André Vinas, c'est un homonyme, qui n'est jamais venu ici, qui souhaitait venir, mais bon, il est parti. Voilà. C'était un grand ami. Voilà, oui. Oui, je vous en prie. Oui. Moi j'ai une question, je trouverai peut-être la réponse dans le dictionnaire, je ne sais pas, mais dans la mémoire collective des vignerons bagnoulais, il y a, c'est peut-être une légende, il est dit que c'est le pharmacien de Collioure qui a fait, Paul Oliver, qui a fait inscrire le bagnous
au codex. Parce que le Bagnols a été pendant longtemps un médicament, et ce sont les travaux de Paul Oliver qui l'auraient fait inscrire au codex. Oui, ce que tu dis est exact. Et en plus, il a fait inscrire ceci dans notre codex. Et il a demandé au ministère de la Marine, qui utilisait pour les coloniaux qui étaient dans des maisons de repos, de leur donner du vin comme il faut pour les remettre en forme, de ne plus acheter du vin de Malaga et de Céleste, mais d'acheter du vin de Bagnols. Ce que le ministère de la Marine a fait, il a acheté pendant une année 3000 hectares dans Bagnols. Je voulais dire une chose aussi au sujet de la villa Saint-Jacques, la pouponnière. Il m'a été donné, j'étais jeune. J'étais jeune. D'aller visiter cette ville-là avec un camarade. Et je vous dis une anecdote, ce qui m'avait frappé, c'était la poudre de lait. Quand je suis arrivé ici, et qu'on m'a dit, aux enfants, on leur donne de la poudre de lait. Moi, à l'époque, j'étais jeune, je me disais, mais le lait, c'est le produit que produit une vache. Comment ils font pour avoir de la poudre? Ça m'avait tellement frappé que ça m'avait fait tilt. En deuxième position aussi, je me souviens très bien, il y avait de très grands tableaux. Et je sais qu'à Bagnols, le premier tableau qui a été fait, ça a été le tableau du grand-père d'Aristide Maillol, qui s'appelait Raphaël Maillol. Et on me l'a décrit, ou je l'ai lu, décrit, mais je n'ai jamais pu savoir ce que c'était. Et madame dit qu'elle a un tableau d'un Catalan qui pourrait, je dis bien qui pourrait, être ce fameux tableau. Et surtout, celui qui le décrit dit ce fameux tableau où l'on voit le grand-père d'Aristide Maillol vêtu en marin catalan, parce qu'il avait été appris par les navires génois qui faisaient la sardine à Port-Louvain. Il avait été un des premiers, d'ailleurs ça a été le premier prud'homme de Bagnols. 1820, ça a été le premier prud'homme de Bagnols. Et il voulait être maître du port, on ne l'a pas accepté parce que il avait une insuffisance il ne savait ni lire ni écrire. Et alors on lui a dit, de toute façon vous êtes un marin qui êtes très bien au point de vue maritime, mais vous n'avez aucune connaissance, on ne peut pas vous accepter. Et si jamais vous avez l'occasion de m'envoyer un petit aperçu sur ce tableau, je vous dirai, parce que j'ai quelque chose que je sais, qu'en me voyant, je vous dirai si c'est lui aussi. Ça m'a fait plaisir. J'ai un tableau qui vient justement de la Villa Saint-Jean. Il est très très grand. Je vous remercie, et il représente un Catalan typique, vous savez, avec la ceinture, la fâche, le bonnet et tout, et qui a un couteau comme ça, qui est vraiment impressionnant, et le pour aussi plein de vin. Et j'ai ce tableau et je ne sais pas qui l'a peint et c'est tout. Et si ça pouvait être ça, ça serait extraordinaire. Ça serait magnifique. Parce que moi, depuis que je suis... Parce que je sais qu'il existe. Dans où c'est qu'il est, je ne sais rien, mais je sais qu'il existe. Et c'était le premier tableau qu'on avait fait sur Bagnols. Oui, parce que ce tableau était à Saint-Jean et donc mon père l'avait récupéré, mais donc c'est possible que mon grand-père ait acheté ce tableau. Un autre tableau qui, dans ma souvenance de jeunesse, que j'avais vu, c'était une femme, et une femme habillée à la catalane, amb la banasse que muntava la terre. Avec la banasse, c'était le panier à osier, et nous vignerons, nous montions, quand il y avait de l'érosion, nous montions, et ça je m'en souviens très bien. Oui. Oui, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voudrais juste apporter un petit complément d'information, ça c'est dans ma mémoire personnelle. J'ai connu le dernier habitant de la Villa Saint-Jean. C'était un Algérien. Son fils était en classe avec moi à l'école primaire de Bagnols de 1958 à 1961. Ils sont partis
alors, au moment de l'indépendance, ils ont regagné l'Algérie. C'était un élève brillant. On faisait la course ensemble pour être premier dans toutes les matières. Je ne dis pas ça pour moi, je dis surtout ça pour lui parce qu'il avait vraiment du mérite d'être un élève brillant à ce moment-là. À la Villa Saint-Jean, il n'y avait plus d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. Il faisait ses devoirs à la lumière d'une bougie les soirs d'hiver. Et peut-être comme un clin d'œil de l'histoire, il est devenu médecin en Algérie. Donc c'est vrai que cette villa a vraiment une dimension médicale. Et peut-être un second clin d'œil de l'histoire, il est décédé maintenant, hein, mais il est devenu médecin psychiatre. Donc dans cette maison qui a tellement servi quand le monde devenait fou, c'était peut-être la fin de cette maison et ça a été une belle fin. Dans les années, mesdames, c'était dans les années 1938. Évidemment, comme la guerre, il y avait la guerre civile, de l'autre côté, et à Bagnols résidait, il y avait un bataillon, c'est-à-dire environ 500 à 600 hommes qui logeaient à la Villa Saint-Jean. Et je me souviens qu'il y avait le général Gamelin, qui à l'époque était le chef des armées françaises, et qui était venu inspecter. Et le maire de l'époque, M. Vincent Raymond, lui avait offert une bouteille de Bagnols de 1918, tirée de cette cave. Hein, c'était quand même, et quand devant la population, il lui a dit, regardez, c'était le vin de la victoire, le jour où l'autre, ce qui avait été apprécié en même temps par la population. Hein. C'est bien. Ah, oui. Autre chose aussi, Monsieur Olivet, comme dit, il l'a fait mettre dans le contexte de... Et ça a été un grand monsieur, et j'ai à la maison inscrit, il avait acheté puisque la Bérousse, peut-être on ne le sait pas, mais je vais le dire quand même, la Bérousse n'avait pas pu faire son commerce parce que les négociants de Bagnols, les négociants roussillonnais, avaient été contre lui parce qu'ils disaient que le droit canon religieux interdisait aux prêtres et aux religieux de faire le commerce. C'était interdit. C'était interdit de faire le commerce. Et ces gens l'avaient interdit. Et ils l'avaient vendu à M. Paul Olivet. Et il l'avait vendu des vins qui étaient très anciens et qui venaient presque tous de l'après-phylloxéra. Parce que si le phylloxéra a été trouvé à Prades en 1877, à Bagnols, nous l'avons eu en 1882. Et de 1882 à 1884, le vignoble de Bagnols est parti à telle enseigne que dans les propos qu'a tenu M. Retsch de la Villa de la Serre, le grand négociant, il a comparé le phylloxéra à, il disait, le fléau de Dieu. C'est le fléau de Dieu. C'était un monsieur qui avait toute la vallée de Maïpompou, qui je l'ai trouvé, quand il faisait des vendages, j'ai trouvé qu'il louait 32 mulets. Vous vous rendez compte de faire 32 charges, centaines, toi qui es, 32 mulets, il fallait qu'il y ait quand même des vignes et qu'il y ait du vin. C'était un monsieur. Il devait donner de la piquette à ces 3 ou 4 ouvriers qui restaient. Tout avait été dévasté. Et c'était du vin qu'avait fait la Bérousse, qu'avait fait la Bérousse grâce au conseil de fabrique. Le conseil de fabrique étant à l'heure actuelle le conseil paroissial. C'est un diplôme.